Alors oui, on a Gabriel Attal et Macron qui font Zarma, qui utilisent Mistral. Gabriel, sur 100% du temps de votre utilisation d'IA, à combien utilisez-vous réellement Mistral? J'espère que ma femme ne va pas regarder la vidéo. J'ai perdu en fait 10 000 euros, 10 000 dollars US. Qu'a fait Guillaume Play? Il aurait mal parlé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années à des filles qui étaient mineures, chose qui est très grave, qu'on se le dise. Mais 20 ans plus tard, pile au moment avant une élection présidentielle, est-ce que c'est de l'information ou c'est de l'influence? On te voit souvent sur Twitter répondre, réagir. Est-ce que parfois, tu t'es fait menacer parce que tu réagissais J'ai trop? tout pris. Pris des bad buzz, il y a des mecs qui ont fait des 4 millions de vues en faisant des trades avec ma tête dessus. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Azur. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Cohen, un expert en médias et également en crypto-monnaie. On va discuter de plusieurs sujets d'actualité avec lui, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies et également les médias. Azur, épisode 19, c'est parti. Salut Benjamin. Salut David. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on parle crypto, IA et également médias, est-ce que tu peux nous dire ta plus grosse perte en crypto? Ah ouais, ça commence direct. Alors, plus grosse perte en crypto, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère que ma femme ne va pas regarder la vidéo. J'ai perdu en fait 10 000 euros, 10 000 dollars US que j'ai envoyé à une adresse que je considérais comme étant bonne dans un protocole crypto qui devait me permettre au fil du temps de gagner un peu d'argent. Et bien au final, c'était une arnaque. 10 000 euros perdus. Voilà. Comment t'as réagi? Ça fait chier. Ça fait chier parce que t'es là, tu les as les 10 000 euros. 10 minutes plus tard, bah, tu les as plus. Mais t'as rien fait entre temps, tu vois. C'est pas t'as eu une chance d'avoir plus, c'est pas une chance t'as pu jouer au casino, t'as pu les mettre sur un match sportif. C'est juste perdu, volatilisé. Et après, on va en reparler, mais c'est un des points sujets un des points sensibles de la crypto, c'est que quand t'en vois, il n'y a personne, qui que ce soit sur Terre, qui peut faire que tu peux revenir en arrière. Il n'y a pas une autorité, la police, etc. Donc quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. À quel moment tu t'es dit, les médias, l'IA, la crypto, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose qui va être le centre de ma vie professionnelle? Alors, ça n'a pas commencé par l'IA, ça a commencé par la crypto. J'ai commencé à m'intéresser il y a 7-8 ans maintenant. En gros, comment ça s'est passé? Je me suis rendu compte qu'on avait un Hugo Décrypte français qui cartonnait. J'adorais écouter encore aujourd'hui Hugo Décrypte tous les jours, l'actualité qu'il fait, etc. Et il n'y avait pas un peu de journal de 20 heures de la crypto en France et en français. Donc il y avait en anglais, les Américains le faisaient, mais les Américains, très chauvins de leur côté à eux, ça regardait que les news américaines et tout. Et je me suis dit, bah tiens, si on faisait un espèce de journal de 20 heures de la crypto en français. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de lancer ça. J'ai contacté déjà les médias qui existaient déjà à l'époque. Ça les a pas intéressés. J'ai dit, bon, bah, je vais faire ça tout seul. Et ensuite, donc, j'ai fondé un média, le Crypto Daily, où on distribuait dessus 1 million de newsletters par mois, à peu près, sur toute l'actualité crypto, chaque jour en français, gratuitement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis que tu t'es lancé? J'aurais pas répondu ça il y a quelques mois, mais maintenant, je vais te le répondre. C'est la niche, à quel point elle est petite. Pourquoi? C'est-à-dire que les premières années, c'était incroyable, la crypto. Mais ça, c'est plus l'écosystème en général. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, tu rencontrais des nouvelles personnes, etc. Mais au bout de 2 ans, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus petit que ce qu'il n'y paraît, ou du moins en France. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes. Tu vas aux événements, c'est toujours les mêmes événements. Tu vois les mêmes personnes, tu fais les mêmes conférences, tu parles de la même chose toujours et toujours et toujours. Et ça m'a un peu pas dégoûté de la crypto, parce que fondamentalement, la crypto, c'est incroyable, et certaines cryptos. Mais c'est ça qui m'a le plus choqué à terme aujourd'hui. Ok. On reviendra après sur le sujet de la crypto. Si tu veux, on va parler un peu de médias. Bien sûr. Et j'avais envie de savoir ton avis sur une question qui peut paraître bête. Mais est-ce que tu penses que les médias informent-ils encore? Ou est-ce que tu penses qu'ils cherchent plus à influencer? Ou est-ce qu'ils font les deux? Je pense qu'il y a un avant et après 2020 Covid. Pourquoi? À l'époque, après je suis peut-être niais de dire ça, mais c'était une époque où j'avais l'impression que les médias te relataient l'information pure, pas transformée. Aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment, avec les réseaux sociaux qui ont fait que exploser depuis 6 ans, on n'est que dans de l'influence sur les médias, et ça, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les médias, tu peux les catégoriser de droite, de gauche ou autre. Ça se termine comme ça. Et quand tu vas avoir une news à droite, ça va être de la droite. Tu vas avoir une news à gauche, ça va être des trucs de gauche. Et quand les uns vont reprendre les trucs de l'autre, ça va être dans le prisme du
regarde ce qu'ils ont fait, c'est naze de l'autre côté, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, vraiment, les médias, c'est de l'influence, beaucoup plus que de l'information. Pour moi, une information, à mon avis, doit être neutre et gratuite. Je sais que je vais pas me faire que des copains, mais l'information, pour moi, elle doit être gratuite. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, tu vois, on est en plein scandale avec Guillaume Play. Qu'a fait Guillaume Play? Il a fait un podcast, Legend, qui marche très bien, qui fait à lui tout seul plus de vues que à peu près tous les médias qui sont financés par l'État français, que ce soit des médias de droite ou de gauche, tous ensemble. Il éclate tout là-dessus, Guillaume. Et maintenant, il est au cœur de la tempête parce qu'il y aurait, donc, au final, il aurait mal parlé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années à des filles qui étaient mineures, chose qui est très grave, qu'on se le dise. Mais 20 ans plus tard, pile au moment avant une élection présidentielle, est-ce que c'est de l'information ou c'est de l'influence ? C'est la question qui est posée. Tu vois ce que je veux dire ? On l'a vécu il y a 10 ans, en pleine, avec, comment il s'appelle, Fillon, comme par hasard avant une élection. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, c'est plutôt des armes que des guides, en fait. Justement, on doit souvent sur Twitter répondre, réagir. Est-ce que parfois, tu t'es fait menacer parce que tu réagissais trop ? J'ai tout pris. Moi, sur Twitter, j'ai tout pris. Mais c'est ça qui est bien de Twitter. Twitter qui, au final, qui est pour moi le seul média, en très grand, parce que tu peux avoir de tout. T'as le meilleur d'Internet et t'as le pire d'Internet sur Twitter. Mais au moins, c'est là où t'as les meilleures informations, à mon avis. Et de assez loin, tout le monde peut parler, tout le monde peut avoir son mot à dire, tout le monde peut répondre. C'est pas payant, c'est la preuve du contraire. Donc ça, là-dessus, c'est incroyable. Et moi, sur Twitter, ouais, j'ai ouvert très fort ma bouche. J'ai un peu une grande gueule. Et ouais, j'ai pris de tous les côtés. J'ai pris des bad buzz. Il y a des mecs qui ont fait des 4 millions de vues en faisant des trades avec ma tête dessus. Et c'est OK. Et c'est OK, en fait. C'est le jeu. En fait, c'est le jeu d'être... Si tu veux être public, mettre ton visage, parler en ton nom, avoir des opinions, il y a des gens qui vont être d'accord, mais les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Et il n'y a pas de souci. Ne soyez pas d'accord. OK. Il y a des gens qui le prennent très mal. On l'a vu... notamment encore récemment, Marine Tondelier. Avec Elon Musk. Qu'on salue avec Elon Musk. Le tweet, il va s'afficher là. Mais Elon Musk qui dit, ouais, elle devrait être comment dire, emprisonnée pour trahison envers la France. Et elle, elle en a fait toute sa semaine de communication politique. Son fil conducteur. Tout ça grâce à Twitter. Et pareil, Twitter. Alors là, on va parler politique, mais c'est drôle. Il ne devait pas tous être partis de Twitter. Tous ces gens. Et au final, il y a 2 ans, je quitte Twitter, je vais sur Bluesky. Ils sont tous revenus. Pourquoi ? Parce qu'au final, le seul média aujourd'hui qui tient, qui a de l'intérêt, etc., pour moi, ça reste Twitter. Clairement. Mais du coup, d'après toi, qui a vraiment le pouvoir ? Les journalistes ? Les propriétaires de médias ? Les médias ou les algorithmes ? Pour moi, aujourd'hui, les médias, c'est une arme. Et tu vas devoir suivre l'argent pour savoir qui a le pouvoir. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on est malheureusement dans cette logique. Dans cet algorithme-là, si je puis dire. Il y en a un seul, et on va retourner dessus, mais qui sort un petit peu de ce spectre. C'est Twitter, en fait. Twitter a un algorithme qui est open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir l'algorithme. Tu prends une IA, tu te dis, voilà, lis-moi le code. Tous les 4 semaines, il est mis à jour. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de mise en avant parce que lui, c'est le pote d'Elon Musk. Vas-y, fais-lui faire 10 millions de vues, ou elle est copine. Il n'y a pas. C'est 100% un algorithme prouvé. Tous les autres médias, donc aujourd'hui, les autres médias d'actualité, on va avoir quoi ? On va avoir, allez, Insta, franchement, je ne recommande pas. TikTok, Facebook, tout ça, en fait, c'est des zones cachées. On ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne sait pas ce que fait l'algorithme, mettre en avant, etc. Et, tu trouves Twitter plus fluide et plus clair sur la mise en avant de certains comptes ? Beaucoup plus honnête. Plus honnête ? C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ne devraient pas être sur Twitter, mais tout le monde a le droit de s'exprimer sur Twitter. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde a le droit d'envoyer un papier au monde et d'être publié ? Je ne crois pas. Pareil pour le Figaro, l'Humanité, Libération, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, voilà, l'article de Guillaume Play, l'autre jour, je voulais le lire, qu'on fait les Inrecuptibles. Les Inrecuptibles. Super, donc on nous le tease, des jours avant, ça va être l'article du siècle et tout. J'arrive, paywall, 5 € pour payer. Je dis, bon bah... Ce qui veut dire que c'est fait pour faire de l'argent. Ce qui veut dire que... Non mais, c'est ça. Ça critique. Non mais c'est ça, ça critique, ça va critiquer des mecs qui font parler qui ils veulent. Non, nous, on prend que les mecs de gauche. On est full démagogie, du coup. Là, on est dans une... Je sais pas si on pourrait dire qu'on est dans une période charnière, parce qu'en vrai, à chaque année, je pense qu'on est dans une période charnière et chaque truc, mais de mon vécu, donc 32 ans aujourd'hui, né en 94, ouais, je pense qu'on est au pic.
Est-ce que ma 33e année, on sera pas au-dessus du pic? Probablement. Mais aujourd'hui, ouais, le monde, il roule un peu sur la tête. Et les gens sont OK avec ça, et c'est pas grave. Ouais. Et du coup, pour finir cette partie média, est-ce que tu penses qu'on peut encore faire confiance à ce qu'on voit sur Internet? Pas forcément sur Twitter, mais est-ce que la source Internet qu'on trouve est bonne ou pas? Pour moi, ça devient... Là, ça va être l'avènement de l'IA, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que je vois ma mère, je vois ma grand-mère, je vois ma femme parfois. Ta fille bientôt peut-être? Ma fille bientôt peut-être, mais encore elle aura grandi avec ça, donc je pense qu'elle aura plus l'œil, tu vois, de reconnaître IA, pas IA. Ça devient compliqué. Et c'est là justement que les cryptos apportent quand même un truc pas mal là-dedans, c'est que tu as une preuve de vérifiabilité avec la crypto. Tu peux vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça a été qui l'a émis, et tu peux le voir numériquement. Là où avec une IA, bah, c'est à défaut à quel point ton LLM il est bien fait, ou à quel point ton générateur d'image, lui, est bien foutu. La transition, elle est toute faite. On va parler crypto maintenant. Si je te donne 1 000 €, tu les investis où? 1 000 € en crypto, uniquement en crypto? Oui. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai pas les mêmes devoirs. Aujourd'hui, pour moi, tu peux plus devenir millionnaire en crypto. À l'époque, tu pouvais mettre 100 balles, sortir 1 million en 2 heures, ça existait. Maintenant, tu vas avoir une chance sur 1 billion, 1 milliard. Enfin, c'est des sommes très très petites. Va jouer au casino, tu as beaucoup plus de chances d'être riche. 1 000 € en crypto, je vais te dire, écoute, ça va me servir à rien. Parce que 1 000 € en crypto, dans 10 ans, j'aurai peut-être 10 000 €. Ouais. C'est bien, mais c'est toujours infiniment mieux que le livret A, attention. Mais non, je vais te dire que le plus important aujourd'hui en crypto, c'est de mettre 1 000 € et de rajouter tous les mois, après 50 balles, 100 balles, Bitcoin. Bitcoin, tu vas sur du Bitcoin 80%, tu fais des valeurs un peu sérieuses, là, donc Ethereum, Solana, BNB. Si t'es un peu lavé du cerveau, tu vas voir XRP. Mais ouais, non, Bitcoin 80%, Ethereum, je mettrais bien 10%, Solana BNB 5%. On a souvent dit que la valeur de l'or était un peu une valeur refuge. Est-ce que tu penses que la valeur du Bitcoin arrivera un jour au niveau de l'or? Au niveau monétaire ou au niveau valeur refuge? Valeur refuge. Oui, totalement. Pourquoi? Aujourd'hui, Bitcoin est tout petit. C'est-à-dire que Bitcoin, aujourd'hui, c'est rien du tout. Tous les jours, l'économie américaine, elle trade plus que la totalité du marché crypto. Donc, c'est rien du tout. Mais à terme, Bitcoin a cette force, elle se partage cette force avec l'or, que c'est un actif rare. Rare et très difficile à trouver. L'or, c'est pourquoi est-ce que l'or est une valeur aussi importante pour nous? Parce qu'on ne peut pas le créer. Ou du moins, on le voit tout de suite que c'est du faux. Ouais. Et il y en a une quantité qui est très limitée sur Terre. Bitcoin, c'est pareil. Il n'y en a que 21 millions. C'est-à-dire qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins et rien, jamais ne pourra te faire qu'on va rajouter 1000 bitcoins, 10 000 bitcoins. Il n'y a pas une Christine Lagarde qui va arriver, qui va dire « Coucou, c'est le Covid, viens, on imprime des nouveaux bitcoins. » Non, c'est mort, démerdez-vous avec ces 21 millions de bitcoins. Donc on reste sur un actif qui est rare, qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à faire voyager que de l'or. On se rappelle de Gaulle qui a ramené avec des porte-avions nos réserves d'or en 58, je crois, des États-Unis. Bah, sur Bitcoin, ça aurait été une petite clé USB de cette taille-là dans la poche et tu peux avoir les 21 millions de Bitcoin dessus. Bien sûr. Donc sur la valeur refuge, oui, ça a toutes les caractéristiques pour être une valeur refuge. C'est-à-dire que c'est extrêmement divisible. Tu peux acheter un café à 5 € en Bitcoin. Tu peux faire d'énormes transferts en payant très peu de frais. C'est beaucoup d'ailleurs moins cher que si tu achetais de l'or et en plus tu voulais le revendre, c'est beaucoup moins difficile. Et tu te retrouves avec la rareté. Est-ce que tu penses que les banques ont peur des crypto-monnaies ? Je pense que les banques, elles ne font plus ce pourquoi elles existent depuis bien longtemps. Pourquoi ? Les banques, ça sert à garder l'argent des gens de base. Ça ne sert pas à dire aux gens quand ils peuvent dépenser leur argent ou pas. Tu vois de quoi je parle ? Ouais. Les banques, à l'époque, tu allais dans une banque, tu mettais tes billets dans un coffre, ça allait. Aujourd'hui, la banque, elle te dicte toute ta vie. C'est-à-dire que la banque ne veut pas que tu aies de crédit, force à toi. La banque ne veut pas t'ouvrir un compte bancaire, force à toi. Tu vois la différence quand on est venu ? Bien sûr. Là où la crypto... T'ouvres plus de portes au final. Bah, en fait, pour avoir un compte bancaire en crypto, tu as juste besoin d'Internet et d'un téléphone. 95% de la population mondiale a accès à Internet et un peu moins ont un téléphone. Dès lors, c'est beaucoup plus facile d'envoyer, de recevoir, d'avoir des intérêts sur son argent et de cacher son argent aussi, parce que c'est beaucoup plus facile de le cacher à travers une application que de mettre des billets sous le matelas. Bien Donc sûr. pour moi, les banques aujourd'hui, c'est pas elles ont peur, c'est elles devraient être terrifiées de ce qui va se passer si elles n'arrivent pas à prendre le pli et à se dire ok, la crypto existe, on n'arrivera pas à l'arrêter et c'est ok,
On va travailler avec, on va essayer de proposer des produits. Ça commence déjà aujourd'hui et ça c'est bien comparé à quand j'ai commencé. Mais je pense qu'intérieurement, les banques ont très peur des cryptos. Est-ce que tu penses que les États finiront par reprendre le contrôle des crypto-monnaies? Alors c'est impossible. C'est-à-dire que demain, imaginons Bitcoin est déclaré terroriste. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais on est dans une dystopie. Bitcoin, c'est un truc de terroriste pour les terroristes. C'est interdit dans le monde entier et tout. Alors, que ce soit Macron, la CIA, le FBI, Trump, Elon Musk, enfin que tout le monde s'allie pour essayer d'arrêter Bitcoin ou de prendre le contrôle, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Tout simplement parce que Bitcoin est un logiciel distribué. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut le modifier, ça on en a parlé un peu avant, mais surtout, pour avoir le contrôle de Bitcoin, c'est des millions d'ordinateurs à travers le monde, en fait, ce qu'on appelle des nodes, qui vont pouvoir faire marcher le système. Donc en gros, tu as ton ordinateur, j'ai mon ordinateur. Le mec à côté a son ordinateur et quand on est comme ça, peut-être 500 000 personnes autres ont leur ordinateur. Il faudrait faire déconnecter tous ces ordinateurs en même temps pour pouvoir ne serait-ce que arrêter Bitcoin. Mais prendre le contrôle, il faudrait pas. Pour prendre le contrôle de Bitcoin, il faudrait en fait, là ça va être une guerre d'énergie. Alors c'est très, on arrive dans un sujet qui est très technique, je vais essayer de le simplifier au maximum. Ça va être une guerre d'énergie, mais aujourd'hui si tu veux retourner Bitcoin, il faudrait avoir une puissance électrique plus forte que 2 ans de consommation de la Terre. Donc, impossible. Quasi impossible. Ou on le verra venir. Et si jamais... Alors, Bitcoin est un logiciel qui est gravé dans le marbre, mais qui peut être mis à jour. Les mises à jour, elles sont votées par tous ces nodes que je t'ai dit, là, tous ces ordinateurs qui votent « Oui, je suis pour cette mise à jour. Non, je suis contre cette mise à jour. » À la fin, c'est un 50-50 qui gagne. Donc, si jamais on se rend compte qu'à un moment, il y a une menace qui arrive sur Bitcoin, que vont faire les gens? Ils vont faire un truc tout simple. Ils vont se dire, OK, on a besoin peut-être le quantique. L'ordinateur quantique est potentiellement une menace pour les crypto-monnaies, mais pour l'instant pas encore. Mais on est en capacité de se défendre en fait et de faire une mise à jour qui va tout simplement aider à Bitcoin à devenir plus fort, plus défensif, etc. L'updater quoi du coup. Oui, une update, exactement. OK. Mais ce n'est pas possible que l'État puisse prendre le contrôle. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin existe. OK. Si tu veux, on va parler un peu plus argent, investissement, on sort un peu des cryptos. Quel est le pire conseil financier que tu as entendu ces derniers mois? 2 mots. Livret A. Pourquoi? Le taux? Non, mais c'est même pas que c'est le taux, c'est que c'est une catastrophe. Alors, en vrai, il y a 2 conseils financiers horribles. Il y a le livret A, d'investir sur le livret A, et l'assurance vie. Tout ça. Alors, quand vous allez voir votre banquier, il va vous dire bonjour monsieur, bonjour madame, et il va commencer à vous dire des termes techniques. Il va vous parler de ROI, de retour, de bourse, de capital, de trucs, etc. En fait, tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Pourquoi ce monsieur charmant, pas de souci, veut vous vendre son assurance vie? C'est parce qu'il va être payé dessus. Il a des quotas à remplir. Donc, si ça rentre dedans, il prend une prime. C'est normal. C'est fair game, c'est le jeu. Investissez vous-même là-dessus, et je parle pas d'investir dans Bitcoin, là, je vais partir d'investir financièrement en parlant dans des actions américaines, S&P 500, très safe, tout. Honnêtement, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous avez un enfant aujourd'hui, c'est d'ouvrir un compte à la naissance, foutre 100 balles, 50 balles, même 10 balles par mois sur ce compte en action du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. On est sur une moyenne, si je dis pas de bêtises, allez, peut-être qu'il y en a qui me corrigeront, 7 à 10% par an depuis plus de 100 ans. Donc c'est fiable. C'est beaucoup plus fiable que toutes les assurances vie où ils vont dire alors on est allé chercher un peu de Nvidia, on est allé chercher un peu d'Apple. Bah, le S&P 500 existe déjà en fait. Oui. Voilà. Ça sert à rien de le dupliquer. N'essayez pas d'investir vous-même. Pareil, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain en bourse. Et livret A, bah, en fait, le problème du livret A, c'est qu'en fait, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça ne bat même pas l'inflation. Je suis désolé, mais ça ne bat pas l'inflation. On est sur une inflation à quoi? 2-3%, même plus 3-4%. On est sur un livret A qui concurrence, voire bat à peine l'inflation. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 ans, ok, vous avez mis 1000 balles, vous aurez peut-être 10 000 balles, mais ces 1000 balles que vous avez investies il y a 10 ans, bah, ils valent 12 000 balles aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Si tu avais 20 ans aujourd'hui, tu ferais quoi différemment? 12 ans en arrière, au niveau d'investissement? Tu as dû te rater peut-être à des moments. Tu as dû réussir à des moments aussi. Je dépenserais beaucoup moins d'argent, j'investirais beaucoup plus. C'est pas mon regret, mais c'est une histoire très drôle. J'ai commencé à investir dans le Bitcoin quand j'avais 19 ans. La première fois. T'avais investi combien? Rien, 200 balles. De la merde, c'était pour faire des bêtises sur Internet. Le vrai souci qui s'arrive après, c'est que en fait, bah, j'ai jamais refait attention. Donc j'avais dépensé un peu, je retourne sur Coinbase un jour et je vois que c'est 200 balles, il devait me rester quoi, 40 balles, même pas qui restait. C'est devenu une petite somme, moins de 10 000 euros.
Je veux dire, c'est cool, mais derrière, j'ai jamais rien touché Mm. et j'ai jamais réinvesti. Et moi, dans mes 20 ans, bah, tu vois, on est sur la Côte d'Azur, il fait beau l'été, il y a de Profitez, belles quoi. plages, il y a de belles boîtes. J'ai kiffé ma jeunesse, mais vas-y, tu sais quoi, j'aurais bien mis 50% de ce que j'ai mis dans tout ça, dans, je sais pas moi, des appartements, des actions, des trucs comme ça. En fait, c'est la maturité. Mm. À 20 ans, bah, j'étais moins mature. Si tu veux bien, on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Tu veux que je te dise un truc? Vas-y. Tous ceux qui sont contre, de près ou de loin, c'est des mecs quand, il y a 10 000 ans, on a inventé la roue, ils ont dit non, je préfère porter. Alors qu'on se le dise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et ça va partir de tous les côtés. Ceux qui ne l'utilisent pas, il n'y a pas de souci. Force à vous, pareil. Restez dans votre coin, il n'y a pas de souci. Mais dire, ouais, mais ça vole les œuvres, etc. Enfin, des outils, on en a toujours utilisé. L'avantage des outils, c'est de s'empêcher des peines qu'on avait avant. Moi, à l'époque, quand je dois faire un site web, ça me coûte entre 500 et 5000 balles. D'un dev, ça me prend 3 semaines, etc. Aujourd'hui, j'ai mon abonnement Claude à 100 balles par mois. Dans 10 minutes, je te fais le site que tu veux. Et justement, est-ce que tu penses au niveau financier, par exemple, est-ce que l'IA va remplacer des experts financiers, va remplacer des experts clés, en tout cas des personnes clés dans ce domaine-là? Alors, oui, l'IA peut être un très bon conseiller financier, ça existe déjà d'ailleurs. Mais par contre, attention, l'IA ne sera jamais responsable de ce que vous faites. Ça veut dire que si tu décides de vendre ou d'acheter, c'est ton choix. À la fin, c'est ton choix. C'est ta décision. Et même si au final, l'IA te dit « Ouais, vas-y, tu vas gagner !» et tu te fais baiser, tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir Sam Altman? Tu vas aller voir qui? Tu pourras rien aller faire et ce sera comme ça. Donc il faut faire très attention. L'IA, c'est un outil incroyable. J'ai plus peur dans l'avenir à quel point on va avoir une espèce de dépendance en l'IA. C'est-à-dire que moi aujourd'hui... C'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas, mais il y a plus ou moins de cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent de moins en moins à réfléchir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant de te poser une question, avant d'essayer de trouver eux-mêmes le truc, ils vont avoir l'accès de facilité, ouvrir ChatGPT. Il y a des fois, oui. Mais attention, parce que ça coupe toute créativité, à mon avis. Ça coupe toute idée de débat. Le débat, c'est magnifique. Enfin, le fait qu'on puisse débattre, alors pas avec certaines personnes, malheureusement, mais le fait qu'on puisse débattre, c'est quelque chose qui fait grandir les deux personnes qui débattent, à mon avis, en général. Et tout ça, ça commence à faire un peu peur. L'utiliser pour le boulot, pour avancer tout, aucun souci. L'utiliser vraiment dans la vie de tous les jours, par exemple, ma femme. Ma femme, vraiment, il y a des fois, je lui dis, chérie, je trouve que tu es trop sur l'IA. Et elle me dit, mais non, mais ça va et tout, etc. J'ai peur de ce qu'on va avoir d'ici 10 ans. Du coup, tu vois l'IA comme une opportunité ou plutôt comme un danger? C'est probablement la plus grande opportunité qu'on ait eue au XXe siècle. C'est-à-dire que, peut-être avec le Wi-Fi... Enfin, y a rien, tu mets au même niveau. Je vois pas qu'est-ce qui... Non, mais au-dessus, qu'est-ce qui bat l'IA? Dis-moi, de ce qu'on a eu, c'est... Quel âge tu as? T'as 30 ans? 30 ans. Ok, on a quasiment le même âge. Qu'est-ce qui a apporté plus à l'humanité que l'IA sur les 20 dernières années? Le Wi-Fi, peut-être. La connexion où tu peux être n'importe où et tu peux te connecter n'importe où. Ouais, mais ok, maintenant, si on te dit, tu ne peux plus qu'être en filaire, mais par contre, tu as l'IA, ou tu peux être sans fil partout, mais tu n'as plus d'IA. On peut plus s'en passer. Tu peux plus te passer. On peut plus s'en passer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aujourd'hui, l'IA est devenue incontournable. Et moi, demain, Claude ou ChatGPT, d'ailleurs, j'ai les 2 abonnements, je sais, je suis un très bon pigeon, mais l'IA me dit, voilà, maintenant, au lieu de payer 100 balles, tu vas payer 500 balles. Je dis oui, tenez. On voit de plus en plus des startups qui se montent autour de l'IA. Je pense à OpenAI, je pense à Anthropic. Est-ce que tu ne penses pas que toute cette montée de startups sur l'IA va faire augmenter leurs offres? Alors, on a oublié Mistral, mais après, bon, en vrai, c'est drôle, mais Mistral, aujourd'hui, ils sont sous le jeu européen, ils sont morts dans le film, mais force à eux, ils essaient de bien faire. Alors oui, on a Gabriel Attal et Macron qui font Zarma, qui utilisent Mistral. Gabriel, sur 100% du temps de votre utilisation d'IA, à combien utilisez-vous réellement Mistral? Voilà, 100%. Si c'est 100%, je m'excuse platement et je ne pense pas que ce soit le cas. Comme tu l'as dit dans ta question, il y a de plus en plus de startups qui commencent à faire des IA. Et ça, c'est un bon signe pour le domaine parce qu'il y a de la concurrence. Et quand il y a de la concurrence, c'est nous qui sommes contents parce que les prix baissent. Bien sûr. C'est le jour où il faudra s'inquiéter, c'est quand il n'y aura plus que Anthropic et OpenAI, où là, quand ils sont deux, bon, là, tu as un monopole de marché. Aujourd'hui, les prix ont tendance à se relever comparé au début, mais parce qu'on est sur une IA qui est quand même beaucoup plus avancée que ce qu'on avait en 2022 avec le ChatGPT textbook basique. Bonjour, t'es qui? Salut, je suis ChatGPT et je peux t'aider à tout faire. Là, on est passé à autre chose. Là déjà, c'est fou. Enfin, d'ailleurs, il y a un truc très très drôle à regarder.
si tu veux voir les progrès de l'IA, c'est Will Smith qui mange des spaghettis. Est-ce que tu as déjà vu passer ça? Non. Ok. Depuis que l'IA a commencé à être un peu mainstream, ils ont toujours essayé, ils se sont dit, tiens, on va faire une scène de Will Smith qui mange des spaghettis en vidéo. Donc la première fois qu'ils font ça, c'est dégueulasse. Will Smith, il a des yeux partout, les spaghettis, c'est des monstres. Enfin, c'est dégueulasse. Et tu vois que chaque 3 mois, ils refont une nouvelle vidéo avec la même IA. Et tu vois l'amélioration du truc. Là, j'ai regardé la dernière il y a quelques semaines. Ça y est, là, c'est Will Smith qui mange des pâtes. Et là, ça devient... Mais est-ce que c'est pas dangereux, ça? Est-ce que c'est... Le deepfake? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, ça va... le problème des deepfakes, un terme que j'aime pas trop utiliser, mais ça va être les boomers qui vont prendre cher. Ouais. Justement, j'ai une question. En tant que père de famille, à partir de quel âge tu donneras ChatGPT ou Claude ou Mistral à ta fille? Alors, ce sera pas Mistral. Ce sera peut-être pas ChatGPT. J'ai quelques problèmes avec OpenAI, mais c'est un autre sujet. Ce sera probablement Claude. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est-à-dire que si je peux la mettre sur Claude, aujourd'hui, Claude Kids, plutôt que de la mettre devant Miss Rachel ou des trucs comme ça, let's go. Okay. T'as pas peur de ça? Peur de quoi? Peur qu'elle ait pas son propre avis, que au final l'IA développe son avis et qu'elle n'ait pas cette façon de réfléchir seule. C'est pour ça qu'ils font un Claude for Kids. Je ne la mettrai pas sur Claude, le même Claude que moi. Bien sûr. Parce qu'elle n'a pas d'esprit critique à son âge, elle a 4 ans, ma fille. Mais un Claude for Kids, j'imagine que les mecs sur Anthropic qui sont assez smart pour se dire que on va faire un truc où on va quand même les laisser développer leur pensée critique, etc. Mais après, tu préfères quoi mettre si toi, tu avais un enfant, tu préférais le mettre sur... comment ça va s'appeler Paw Patrol ou Claude for Kids? Si tu veux bien, on va parler géopolitique maintenant. J'adore. Comme sur Twitter. Exactement. Est-ce que d'après toi, Donald Trump est une bonne nouvelle ou pas pour le Bitcoin? Donald Trump est un fou. Mais un fou qu'on aime. Ce mec-là est incroyable. Alors on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Il y a des fois, il fait des folies et je suis d'accord que c'est limite, mais il est comme il est. Il a été élu 2 fois. T'étais pas élu 2 fois président des États-Unis pour rien. C'est une incroyable bonne nouvelle pour Bitcoin parce que Bitcoin, il y a 10 ans, ça a 12 ans Bitcoin. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, on se retrouve pas avec un président du Salvador, pas avec un président du Nigeria, pas avec un président d'un petit pays dans le monde dont personne ne connaît le nom ou du moins n'est jamais allé, etc. Comme le Bhoutan, par exemple, qui a des réserves en Bitcoin. On se retrouve avec le président des États-Unis qui parle de Bitcoin, qui va à des conférences Bitcoin, qui est pro-Bitcoin, qui veut rembourser la dette américaine grâce aux cryptos. On a pris, en l'espace de 3 ans, un bond en avant qui est, je vais même te dire, qui est peut-être un peu trop à encaisser pour la crypto. Ça allait trop vite, plus vite que prévu. Ça allait trop vite. À mon avis, la crypto, elle est trop vite sur le devant des projecteurs, là où on aurait bien pris quelques années encore de trucs. Alors, on va pas se plaindre, parce que ça se trouve, on aurait pu attendre 40 ans avant d'avoir quelque chose, tu vois. Mais non, c'est un très très bon coup de pouce, qu'on le veuille ou pas. Et oui, c'est sûr que ça permet à des gens d'avoir des leads d'initiés et tout, comme partout. Est-ce que tu penses, quand il y a des tensions entre les États-Unis et entre la Chine, est-ce que ça profite aux cryptos ou pas? Pas assez. On aurait intérieurement aimé que oui. Et c'est pas vraiment la Chine, c'est plus la Russie. C'est-à-dire que la Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine, sont blacklistés d'à peu près tous les systèmes bancaires possibles. Ils peuvent pas faire de virements SEPA, etc. Ils sont bloqués. La crypto aurait pu répondre à leurs besoins de envoyer, recevoir de l'argent, faire des factures et ne pas avoir de contrôle, ou quelqu'un qui met non, ce virement ne passe pas. Un pays régalien, c'est un pays qui a sa monnaie, qui contrôle sa monnaie, qui peut monter l'intérêt, baisser, etc. Tu ne peux pas faire ça sur la crypto. La Russie a fait le choix de garder leur monnaie, le rouble, et utiliser notamment des yens, des yens au lieu du dollar US. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir contrôler la crypto comme bon leur semble. Il faut savoir une chose. Demain, les pays ne contrôlent plus leur monnaie, c'est la fin. Enfin, pourquoi un pays reste un pays soudé ? Parce que le pays peut payer. Peut payer ses fonctionnaires, peut payer un gouvernement, et solvable, peut rembourser, etc. Un pays, quand il a besoin, alors avec l'Union européenne, c'est un peu différent, mais un pays qui n'a pas d'Union européenne, la Russie par exemple, appuie sur un bouton, le bouton magique, et il y a des millions de dollars qui sont créés. L'Union européenne aussi. Spoiler, quand tu fais un crédit dans une banque, question à vous aussi, quand tu fais un crédit dans une banque, d'où vient l'argent ? Des marchés. L'argent te prête. C'est-à-dire que typiquement, tu demandes 400 000 € pour acheter quelque chose. Des marchés financiers ? Non.
De l'argent des autres? Non, Je sais pas. l'argent, il est créé. Donc, ouais, ok. On crée une ligne et on crée... Tu crées de l'argent. La Banque centrale crée 400 000 euros pour toi. Inflation. Cool. Oui, donc on va dans le mauvais sens. On va dans le mauvais sens. Si demain, une crise financière éclate, tu placerais où ton argent? Dans quel pays? Alors, si demain une crise financière éclate, qu'on se le dise, Bitcoin, il va se casser la gueule. Toutes les cryptos vont se casser la gueule. Le dollar va probablement se casser la gueule. Honnêtement, je vais dire un truc, mais vas-y, ça va être dur. Honnêtement, s'il y a quelques pays que je devrais choisir ou mettre, déjà, ce serait dans de l'or, effectivement. L'or, en temps de guerre, baisse, mais baisse moins que les autres monnaies. Donc, il y a tout ça. Tu vas avoir le franc suisse, qui est intéressant. Et on l'a vu depuis 3 ans, et ça, c'est une folie, c'est le shekel israélien. L'économie israélienne, qui ça depuis 3 ans de guerre, là. Ça va pas plaire à certains, ça. Non, mais c'est du jamais vu. Si tu veux, on va passer plus aux idées reçues qu'on a pu recevoir, entendre, lire à travers les réseaux sociaux. Est-ce que le Bitcoin est vraiment réservé seulement aux riches? Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est une fausse idée. Tu peux commencer à acheter du Bitcoin en France. Allez, je vais faire de la pub et je suis pas payé pour ça. Mais par exemple, avec Bitstack, c'est une application, tu connectes ton compte bancaire et à chaque fois que tu dépenses 2,10 € dans un café, les 90 centimes de plus, ça te les met automatiquement en Bitcoin. Tu peux acheter du Bitcoin à partir de 5 € aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin à 100 000 balles. Alors, on n'est pas du tout à 100 000 balles aujourd'hui, spoiler, désolé. Mais tu peux acheter 1 € de Bitcoin, 10, 100, 500 € de Bitcoin. C'est pas du tout réservé aux riches. Est-ce que les crypto-monnaies servent-elles surtout au blanchiment d'argent? Le cash reste de loin le roi du blanchiment d'argent. Le vrai problème avec la crypto, et c'est pourquoi c'est le pire, la crypto est le pire moyen pour blanchir de l'argent, parce que la blockchain, elle est publique, elle est traçable. C'est-à-dire que tu m'envoies de l'argent, tout le monde sur Terre, 100% des gens qui regardent la blockchain vont pouvoir dire cette adresse, envoyer de l'argent à cette adresse. Et au final, il faut juste connecter les points. Traçabilité. Dire, cette adresse, c'est celle de David, la mienne, celle de Benjamin. Bam. Cramé. T'es mort. T'es mort dans le film. Alors, il y a des moyens de zigzaguer, mais c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus technique. On a vu plusieurs tentatives d'extorsion de crypto-monnaies en France, beaucoup en France. Si tu serais président de la République, qu'est-ce que tu ferais pour ça, pour éviter ça? Alors, il y a un grand débat dans la communauté aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise, si jamais tu payes une sécurité privée, parce que tu es chef d'entreprise crypto qui gère des milliards d'euros, eh ben, c'est toi qui dois payer de ta poche et pas sans passer par la boîte ta sécurité privée. Catastrophique, déjà. Donc ça, c'est la première chose que je ferais. Ensuite, il y a une chose incroyable quand on connaît l'inaptitude du gouvernement français de protéger ses données. Il y a ce qu'on appelle, ça c'est une directive européenne, MiCA, la loi MiCA, en gros Market in Crypto Asset Management, etc. Aujourd'hui, quand tu fais un compte crypto, tu vas faire une pièce d'identité, c'est obligatoire, tu envoies ta pièce d'identité, et ces données sont renvoyées à la France. Mais tu sais qu'elle passe par combien de personnes? C'est-à-dire que littéralement demain, alors Binance a fermé en France, mais moi je suis un vieux, donc je vais dire Binance. Sur Binance, tu avais 10 000 €. Donc, tout le monde en fait est au courant que Benjamin Cohen, qui habite à telle adresse, qui a tel âge, qui a telle pièce d'identité, a 10 000 €. Imagine le jour où il va y avoir un petit hack, comme ça, tiens, David, il a 1 million d'euros, mais on va... Oh tiens, s'il y a son adresse, parce qu'il est KYC, tu vois. Et ben ça va être très dangereux. Et il y a plein d'infos dans la nature. Il y a plein d'infos dans la nature. Donc tu penses que la France devrait mettre un pare-brise, mais plutôt un pare-feu? Non, je pense que justement, elle devrait continuer de dire on vous laisse faire. Alors, il faut trouver un moyen, parce que bien sûr, ils veulent prendre leur part. Hein. Les gains en crypto sont taxés comme les actions à 30%, un peu plus. Qu'est-ce que je ferais si j'étais président de la République? Je ferais en sorte d'être sûr de la sécurité de mes compatriotes. Et honnêtement, tu sais quoi? Pas juste s'ils sont en crypto. Hein. Je ferais de la sécurité tout court. Je suis d'accord. Est-ce que les NFT sont-ils définitivement morts? Ils sont morts. Pourquoi? Les NFT, je t'explique, c'est le cas d'usage qu'on a connu est mort dans le film. On s'est tous fait avoir, moi le premier, perdu la petite larme à l'œil. L'usage qui va en rester, par contre, lui, va survivre et on va avoir quelque chose avec ça. C'est-à-dire que des certificats de propriété digitales, vérifiables, transparents, ça va être utilisé. Ça va être utilisé, je te le garantis.
Les NFT, les petites images de singes, poubelle. C'est fini. On va passer aux questions cash. Vas-y. Ta plus grosse erreur financière? Envoyé 10 000 balles il y a quelques semaines. Et tu vois, ça fait 10 ans que je suis dedans et je me fais encore avoir. Et ça, c'était il y a pas très longtemps? C'est avril. Ok. Ton meilleur investissement? Mais je l'ai encore en travers de la gorge. C'est normal. Ton meilleur investissement? Ça, c'est des bêtises. En crypto, il y a ce qu'on appelle les meme coins. C'est du casino. Mais c'est du casino, mais pur. C'est des trucs qui, aujourd'hui, ils sont à 1 euro. Demain, ils sont à 300 balles. Après-demain, ils sont à 1 centime. Tu vois ce que je veux dire? Très fluctuant. Très volatile. C'est très fluctuant et tu deviens fou à faire ça. J'ai dû mettre une fois 500 balles et ça a dû monter à 100 000 et après c'est redescendu à peut-être 10 000 et c'est remonté à 200 000. Enfin des trucs de fou comme ça. Mais la finalité c'est quoi? C'est j'ai pas vendu donc je me suis fait baiser. Ok. Mais j'ai vu des très grosses sommes sur mes portefeuilles et me dire le problème c'est quand tu commences à gagner de l'argent, t'as l'impression d'être fort, t'as l'impression de connaître, t'as l'impression que t'es le meilleur. Que tu maîtrises. Que tu maîtrises, tu te dis ça va continuer, vas-y, ça va continuer, ça baisse un peu, je rachète. Et au final, tu vends pas, t'es baisé. La personnalité française qui comprend le mieux les cryptos d'après toi? Je suis pas sûr, mais j'ai envie de dire Xavier Niel. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il connaît beaucoup plus que ce qu'il veut dire sur la crypto. Et ça reste un dev, donc il doit très bien comprendre la blockchain, etc. Sinon, mention honorable à Eric Ciotti, maire de Nice, qui m'a reçu dans ses locaux à Paris pour parler crypto une fois. J'étais très apprécié. Si demain le Bitcoin tombe à 10 000 euros, tu fais quoi? J'achète. Bitcoin, j'achète. C'est-à-dire que Bitcoin descend. Je vais te raconter une histoire. J'ai mon beau-père. À chaque fois, il me dit, à chaque fois que je le vois, c'est-à-dire que je peux le voir 3 fois en 3 jours, il va me dire alors, monsieur Cohen, comment ça va le Bitcoin? Et toujours, je lui dis la même phrase et qu'il le choque parce que c'est un peu un vieux. Enfin, il est habitué, il a d'autres habitudes. C'est écoutez, je sais pas. Dites-moi quel est le prix, j'ai pas regardé. Bitcoin est un actif auquel je crois réellement et de manière très très forte. Bitcoin à 10 000 euros, c'est les soldes, c'est le moment d'acheter. Bitcoin à 150 000 euros, c'est peut-être un peu cher, c'est peut-être le moment de vendre un petit peu pour essayer de racheter plus bas. Mais pas vendre la totalité. Faut pas être un singe en essayant de tiens, j'ai acheté bas, vas-y, c'est bien monté, vas-y, je vais vendre tout. Non, vends 10%, prends 20%. Ça ouais, maîtrise ton jeu, entre guillemets. Le Bitcoin à 1 million de dollars, fantasme ou réalité? Alors, Bitcoin, il y en a 21 millions. Aujourd'hui, on a à peu près 19 millions de sorties. Il en reste 2 millions. À terme, le jour où la demande va être plus basse que l'offre, là, on va monter. Ce sera dans longtemps. 2140 à peu près que Bitcoin arrêtera d'en créer de nouveau. Si tu veux, on va passer au moment photo call de Azure. Je te montre une photo d'une personnalité et tu me dis une question que tu aimerais lui poser. Quelle question poserais-tu à Emmanuel Macron? Vous nous parlez énormément, Monsieur le Président, d'innover, d'inventer, d'avoir des startups, faire la Startup Nation. Aujourd'hui, monsieur, c'est très difficile de faire des boîtes en France. De commencer une petite startup, c'est très compliqué. Pourquoi? Quelle question poserais-tu à Donald Trump? Alors, Trump, je lui poserai une question. Est-ce que vous voulez que je vous explique réellement comment marche Bitcoin, Monsieur le Président? Parce que je pense honnêtement, et ce serait OK, qu'il a juste trouvé des voies avec Bitcoin, il a trouvé de l'intérêt et il a un peu compris économiquement que, en gros, très rapidement, ça peut rembourser la dette des États-Unis. Donc il s'est dit, c'est parfait. Je pense pas qu'ils connaissent et qu'ils ne comprennent réellement Bitcoin. Donc ce serait, est-ce que je peux vous expliquer un peu plus sur le Bitcoin? Quelle question poserais-tu à Elon Musk? Ce ne serait pas une question. Change rien. Continuez, s'il vous plaît. Merci. Quelle question poserais-tu à Michael Saylor? Pourquoi t'as vendu? Quelle question poserais-tu à Changpeng Zhao? Sisi. Sisi est une personne qui a vraiment fait avancer le débat, fait avancer la crypto dans le monde. Apprends-moi des choses. Quelle question poserais-tu à Christine Lagarde? Comment osez-vous? Quelle question poserais-tu à Eric Ciotti? Ce serait pas une question que je poserais à Eric Ciotti. Continuez, il s'intéresse réellement à la crypto. Ses équipes s'intéressent réellement à la crypto. J'ai pu rencontrer son chef de cabinet, etc. Même des députés de son parti, de l'Assemblée nationale. Il s'y intéresse et vraiment, il se pose des questions et ça, c'est bien. Continuez. Quelle question poserais-tu à Jordan Bardella? Monsieur Bardella, vous êtes d'extrême droite. J'ai pas de souci avec ça. Chacun de son côté, de son bord politique. Si on suit votre politique économique,
On est assez proche du socialisme, et c'est OK, il n'y a pas de souci, ce sont des notions que vous représentez. La crypto est un attrait libertaire. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous pourriez travailler ensemble, ou vous ne voudriez pas en entendre parler parce que ça ne va pas dans votre sens économique? Quelle question poserais-tu à Jean-Luc Mélenchon? Je poserai la question suivante. Il y a quelques années, vous avez bien fait comprendre que les cryptos étaient du vol, une manière des riches de s'approprier l'argent des pauvres. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis-là, monsieur Mélenchon? Et si vous ne l'êtes pas, impatient de voir ce que propose la France insoumise sur ces nouveaux actifs régulés et libertaires. Quelle question poserais-tu à Satoshi Nakamoto? Est-ce qu'il est déçu de ce qu'est devenu le Bitcoin? Benjamin, juste une question de dernière minute. Bien sûr. Dans 5 ans, sur quelle prédiction aimerais-tu qu'on dise Benjamin avait raison? Le Bitcoin existe toujours, le dollar vaut moins que ce qu'il valait aujourd'hui. Une dernière question qui peut paraître un peu personnelle, mais quelle question poserais-tu au Benjamin qui a l'âge de 10 ans? Ce serait pas une question, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai l'expérience que j'aurais adoré aimer avoir à 10 ans. Honnêtement, je lui donnerais les résultats de toutes les finales de Coupe du Monde depuis. Non, ce serait réfléchis plus, profite moins. J'ai adoré ma jeunesse, c'était incroyable. J'aurais aimé déjà me mettre à 20 ans, à 15 ans, plus déjà sur de l'investissement, du business, des trucs comme ça. Ok. Mais c'est pas un regret. Non, oui, c'est constatation. C'est un constat, exactement. Benjamin, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci David. On peut te retrouver où sur les réseaux? Vous retrouvez-moi sur Twitter. Là, je suis un peu en mode fameux. Alors, on va aller dans du vocabulaire Twitter, mais en shitpost. C'est-à-dire que je poste sur tout et n'importe quoi. Je me mets de côté des gens, je rigole, etc. I am Ben Cohen, si vous voulez. Voilà. Ok. Merci Benjamin, à bientôt. Merci à toi et merci à vous tous. Merci.